Salut à tous! Aujourd'hui on va se lancer dans la fabrication d'un couteau fixe. C'est vrai que quand on démarre on ne sait pas forcément justement par où commencer et parce que créer un couteau, même simple dans sa forme, ça comprend quand même énormément d'étapes. Donc on ne sait pas forcément ce qu'il faut comme acier, quel matériel utiliser, comment réaliser les étapes, dans quel ordre, etc. Et là ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous faire une petite vidéo qui répond un peu à toutes les questions qu'on peut se poser quand on démarre. Je vais essayer de faire la vidéo à la manière de ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé. Et j'espère que ça pourra répondre à pas mal de vos questions déjà. Alors comme toujours, il existe plein de façons de faire. Là, moi, je vais vous montrer comment je procède pour faire un couteau en plat de semelle. S'il y a des étapes avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise ou alors que vous connaissez d'autres techniques pour les réaliser, eh bien, faites avec ce qui vous semble le mieux. Avant de commencer, je vous invite vraiment à aller écumer le site Coustil de Gérard Hutt, parce que vous verrez, c'est vraiment d'une grande richesse et c'est un autre support qui, je pense, vous permettra de mieux comprendre les étapes et les termes aussi qu'on va utiliser par la suite. Vous verrez, c'est quand même assez dense parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faudra peut-être que vous reveniez sur certains points, peut-être plusieurs fois pour bien les comprendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça vous aidera, comme ça on a déjà aidé, je pense, des centaines parmi nous. Maintenant que vous avez tout lu, on va pouvoir commencer. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, on va réaliser un couteau en plat de semelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une plat de semelle? Je vais utiliser un modèle que j'ai déjà fait il y a quelques temps pour illustrer ça. Un plat de semelle, c'est conçu comme ça. Toute la partie acier en fait qui est intégrée dans le manche a la même forme que vos plaquettes et donc c'est apparent au-dessus et en dessous. On va partir sur ce style de couteau parce que pour un premier c'est ce qui sera le plus simple à réaliser. Donc on va commencer par faire un dessin. Là ce que je vous conseille c'est de faire un modèle qui ne soit pas trop grand parce que plus les dimensions seront importantes, plus vous aurez de boulot. Et je pense que vous me remercierez si c'est votre première émouture à ce moment-là de ne pas avoir fait un truc trop grand. Une autre petite chose aussi, faites pas de décrocher dans tous les sens ou beaucoup de courbes fermées, etc. On est toujours tenté, hein, quand c'est le premier, de faire quelque chose d'un peu original, un peu différent, mais ça vous desservira, je pense, en tout cas si c'est votre premier, gardez ça pour un peu plus tard. Donc des courbes ouais, plutôt douces, pas trop grands en dimension, et ça vous permettra de démarrer assez sereinement. Pour vous donner une idée, voilà le modèle que moi je vais réaliser. Donc comme vous pouvez le voir, les courbes elles sont vraiment douces. Au niveau du talon c'est pareil. La seule courbe un peu fermée ça va être ici au niveau du passe-doigt. J'ai arrondi aussi le ventre du manche pour éviter d'avoir un angle ici. Ça ce sera beaucoup plus simple en termes de finition. Voilà, sinon rien de particulier à dire sur ce modèle, ça va être tout ce qui est de plus classique je pense. Vient ensuite la question de quel acier utiliser. Alors si vous comptez faire votre couteau avec de l'acier de récup dont vous ne connaissez pas la provenance ni la nuance, oubliez tout de suite parce que ça va pas être une très bonne idée. Ce qu'il y a c'est que votre lame, il va falloir lui appliquer des traitements thermiques comme des normalisations, la trempe, le revenu. Et si vous ne connaissez pas en fait l'acier, enfin de quel acier il s'agit, vous ne saurez pas quel traitement appliquer et votre traitement thermique il risque de pas être bon à moins de faire après de nombreux tests. Mais si c'est vos premières lames, ça risque d'être vraiment compliqué. Alors là, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'acheter de l'XC75, que vous trouverez aussi sous le nom DNH7 ou tôle bleue, en 3 mm d'épaisseur, c'est ce qui sera le plus standard. Et après, vous avez pas mal de largeur qui existe. Il y a du 30 mm, du 40, ça c'est du 80. Pour vous donner une idée, les prix ça s'étend de à peu près 5 euros à peu près 13 là sur le 80. Donc c'est pas très cher. Là au moins vous aurez une nuance d'acier que vous connaissez. Ça a l'avantage aussi d'être un acier qui pardonne pas mal d'erreurs, c'est un acier simple. Donc c'est relativement simple à appliquer les traitements thermiques dessus. Et puis par contre si vous les réalisez bien, ça pourra donner une très bonne lame aussi. Donc c'est plutôt un bon choix. Bon allez, on a assez bavardé, maintenant on va commencer. Maintenant qu'on a fait le dessin, on va le découper. On va reproduire la forme sur le morceau d'acier. Alors là pour ça, soit vous faites le tour au feutre, soit vous le collez avec des petits aimants et puis vous mettez un coup de bombe de peinture. Ou alors vous pouvez le coller aussi directement sur l'acier avec de la colle en spray, ça marche bien. Vous avez différentes options. Une fois que ça va être collé, on fera le détourage. Donc là, ça peut être soit la meuleuse. Si vous avez la chance d'avoir une scie à ruban pour acier, c'est ce qui sera plutôt le mieux. Et puis si vous avez ni l'un ni l'autre, ce sera à la scie.
Maintenant qu'on a dégrossi le couteau, on va pouvoir s'approcher de la forme finale. Donc pour ça, moi je vais le faire au backstand, juste pour des raisons de temps. Si vous n'avez pas ça et que vous avez une ponceuse stationnaire de ce type-là, ça marchera très bien. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, des lignes de différentes formes, plates, rondes, demi-rondes, et ben ça fera l'affaire aussi, ce sera juste un petit peu plus long. Pour les parties les moins accessibles, notamment au niveau du passe-doigt ici, vous allez pouvoir utiliser aussi une Dremel. Ça c'est vraiment un outil pratique et efficace. Et puis si vous n'avez pas ça, en substitut, vous pouvez monter sur une visseuse un tube avec du papier de verre enroulé dessus, et ça vous donnera quand même des bonnes finitions déjà. Maintenant que c'est tout propre, je vais repérer l'emplacement des trous pour accueillir les rivets. Donc je vais tracer tout ça, mettre un coup de pointeau, et puis je vais percer à la perceuse à colonne. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi faire ça avec une perceuse à main ou à la visseuse, il faudra juste faire attention de percer bien droit. Je vais aussi faire d'autres trous dans la semelle, parce que je trouve que quand il y a les plaquettes, après le couteau a un bien meilleur équilibre. Donc je vais faire ça comme ça, et quand tout aura été percé, je mettrai un coup de fraise conique ici pour rendre l'ensemble bien propre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez trouver ça en magasin de bricolage. Et puis sinon, un coup de papier de verre, ça fera l'affaire aussi. Pour ce qui est des rivets, là je vais utiliser de l'alu. Donc une tige de 4 mm, et puis un tube de 6 mm que je mettrai à l'arrière qui fera aussi office de passe-dragon. Là j'utilise de l'alu, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, des rayons de vélo, des clous, enfin bref, n'importe quoi de tubulaire, ça fonctionnera. Et ce que je vous conseille, c'est d'en mettre plutôt, enfin au moins un à l'avant et un à l'arrière. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez en mettre plus si nécessaire. On arrive maintenant à une partie importante dans la fabrication, ça va être la réalisation des émoutures de notre couteau. Alors les émoutures, c'est les deux parties biseautées qui vont amener jusqu'au tranchant. Et vous allez voir que c'est quand même une étape importante qui demande pas mal de travail. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de marqueur un petit peu partout, et puis on va tracer des repères donc sur les flancs, et puis aussi dans l'épaisseur, comme ça nous donnera des guides à ne pas dépasser pour que le fil de lame soit droit. Pour les flancs, moi je trace ça au pied à coulisse. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire aussi avec la partie pointue d'un compas. Ça fonctionne, le tout c'est de garder le même écartement. Vous suivez la partie qui sera le fil et ça va vous donner donc votre marquage. Dans l'épaisseur, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une vis de la même épaisseur que votre acier. Coupez la tête si ça vous gêne, vous vous mettez à plat. Et puis du coup ça viendra vous permettre de tracer le centre ici, et ça vous donnera votre repère. Petite dernière chose concernant les émoutures, plus vous allez les remonter haut, plus l'angle formé à partir du tranchant sera étroit, et donc meilleure sera la puissance de coupe de votre couteau. Je vous dis ça pour pas que vous fassiez une émouture pourrie là, de 5 mm juste en bas qui vous donnera un angle hyper ouvert, et puis un couteau qui sera pas terrible à utiliser au final. Donc prenez un peu de temps pour ça, vous verrez c'est plus de boulot, mais au final ça vous donnera aussi un modèle qui sera bien plus agréable à utiliser.
Ça y est, les repères sont tracés. Donc par ici au niveau des flancs, dans l'épaisseur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai pour habitude de faire deux traits plutôt qu'un seul marquage central. Je trouve que c'est plus confortable après quand je suis sur le backstand. J'arrive mieux à me repérer comme ça, et puis ça m'aide aussi à laisser un petit peu d'épaisseur, parce que avant trempe, je laisse en gros 5 dixièmes pour éviter les risques de voilage ou de casse à la trempe. Et ensuite, après trempe, je récupère l'épaisseur au backstand avec des bandes un peu plus fines. Alors quand je faisais les émoutures à la lime, je fonctionnais pas comme ça, je descendais à peu près à 2 dixièmes directement, parce que le seul moyen de rattraper l'épaisseur, sinon ensuite c'était au papier de verre et c'est quand même beaucoup de boulot. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Moi par chance, j'ai jamais eu de casse liée à ça. Donc voilà, je vous laisse choisir votre façon de faire. Donc pour ces émoutures, à nouveau plusieurs façons de faire. Ça peut être soit au backstand, pour ceux qui auront la chance d'être équipés. Ça peut aussi se faire avec la ponceuse stationnaire. Là, ça nécessitera une petite modification, parce que à cause de la plaque ici, on ne peut pas faire des démarches d'émouture propres. Pour ceux qui ont ça et que ça intéresse, je vous laisse aller voir sur la chaîne Lempro Knives. Gaëtan a fait une vidéo déjà là-dessus sur comment modifier sa ponceuse stationnaire. Voilà, je vous laisse aller découvrir ça sur sa chaîne. Et puis je vais vous montrer encore une troisième façon de faire pour ceux qui ont ni l'un ni l'autre. Voilà la bête. Donc là, c'est un système tout ce qu'il y a de plus simple. Une plaque, des trous qui sont à différentes hauteurs, un guide qui passe dans les trous, et puis là-dessus, vous mettez une bonne grosse lime plate. Bah là, c'est fixé avec du scotch, hein, vous voyez, je ne me suis pas embêté. J'ai dû faire des émoutures pendant 1 an ou 1 an et demi avec ça. Et ça marche très bien, c'est juste que c'est long. Après, le résultat est propre. Ça, vous verrez par vous-même. Le principe, il est simple, hein. En fait, vous choisissez la hauteur que vous souhaitez en fonction de la hauteur d'émouture que vous voulez réaliser. Après, le repère que vous aurez tracé dans l'épaisseur, vous veillez à jamais le dépasser. Et puis votre fil de lame sera centré comme ça. Pour choisir la hauteur, ici je vais vous donner quelques repères. Déjà il faut savoir que ma longueur ici fait 40 cm, et puis pour un trou qui a le bas à 30 mm, sur une épaisseur de 3 mm, ça donne une émouture de 22 mm ici. Si on compare avec le trou qui a le bas à 40, sur du 3 mm, on descend à 15 mm d'émouture. Voilà, ça vous donnera quelques bases en fonction du couteau que vous voulez faire, en fonction de sa largeur d'émouture. Et puis, voilà, j'ai plus qu'à vous dire bon courage. Moi, je vais commencer à la lime, juste pour vous montrer, mais par contre, après, je vais passer sur le backstand. Et puis, on se retrouve une fois que ça c'est fait. Ouais, ça m'avait pas manqué. Les émoutures sont maintenant terminées. J'ai rajouté ici un casse-goutte, et puis sur le dos de la lame, ici j'ai rajouté un grip que j'ai fait avec une lime à cannelé. Donc vous trouverez ça chez Valorbe sur internet. La taille que j'ai ici, pour des stries de cette taille, c'est une double zéro. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, la partie acier est terminée. Quand on reçoit l'acier, il est dans un état qu'on appelle recuit, c'est-à-dire qu'il est travaillable. Comme vous avez pu le voir, on a pu faire les émoutures, le casse-goutte, le grip, etc. Et ça signifie donc que l'acier n'a pas une très grande dureté, et en tout cas pas suffisante pour en faire une lame. Et c'est pour ça que l'étape suivante, ça va être d'appliquer des traitements thermiques sur l'acier. Il y a 3 choses qui se font. Donc il y a les normalisations, qui ont pour but de réduire le grain de l'acier et améliorer ses caractéristiques.
La deuxième étape, c'est la trempe. Donc là, la lame, elle acquiert vraiment une grande dureté, mais elle est aussi très cassante. Et la dernière étape, c'est le revenu. Le revenu, ça se fait dans un four, et le but, c'est de répartir les contraintes et d'abaisser la dureté de la lame. Elle gagne par contre en élasticité, et elle accepte beaucoup mieux les contraintes. Vous entendrez peut-être parler du fait que les normalisations sur un acier recuit sont pas nécessaires, et c'est vrai que là on va pas aborder cette partie-là parce que si c'est votre première lame, on va directement passer à la trempe, on peut déjà obtenir des bons résultats comme ça. Moi je l'ai fait systématiquement parce que tous les tests que je fais depuis le début m'ont montré que les résultats sont meilleurs avec, mais là en tout cas aujourd'hui on va uniquement faire la trempe et le revenu. Pour la trempe, il va vous falloir un petit peu de matériel. Déjà, il va vous falloir un emplacement comme ça pour mettre votre lame en chauffe. Avant de fabriquer mon four de trempe, du coup, moi j'utilisais ces briques réfractaires dans lesquelles je viens placer mon couteau ici. Et puis je faisais la mise en température avec un désherbeur thermique branché comme ça sur une bouteille de gaz. Ça fonctionnait pas mal. Après, il y a d'autres options. Vous pouvez utiliser une forge si vous en avez une, ou bricoler quelque chose avec des lampes à souder, ça fonctionne aussi. Ce qu'il va vous falloir d'autre, c'est un bac d'huile pour la trempe. Donc là, c'est pareil, si vous n'avez rien du tout, ce que je vous conseille, c'est d'acheter de l'huile de colza. Déjà parce que ça coûte rien du tout. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une huile qui n'est pas facilement inflammable. Donc ça vous évitera de faire des grandes flammes au moment de la trempe. Il faudra préchauffer votre huile aussi, il ne faudra pas la laisser à température ambiante. Moi, mon huile, je la monte à 45 degrés. Et puis je vérifie ça avec un thermomètre pour piquer les viandes. Si vous avez choisi l'XC75, la température de trempe, elle se trouve entre 790 et 810 degrés. Vous retrouverez ces infos-là dans les fiches techniques de l'acier, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site d'Eurotechnie. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre dans un endroit sombre pour faire la trempe, et puis vous pouvez utiliser des images comme ça que vous pouvez trouver sur internet. Ici, en fait, vous avez les différentes couleurs que prend l'acier en fonction de sa température. Et ça vous permettra de déterminer dans quelle plage vous vous situez. Il y a une autre chose qui peut vous servir d'indice aussi, c'est de travailler avec un petit aimant, ici. Parce que autour de 770 degrés, votre acier va devenir amagnétique. Donc à partir du moment où ben voilà, il n'y a plus d'attirance entre l'aimant et votre pièce, c'est que vous n'allez pas être loin en tout cas de pouvoir tremper. Une petite chose encore que vous pouvez faire, c'est déjà découper des petits morceaux dans votre barre d'XC75 et puis faire des petits tests comme ça. Vous faites votre chauffe, votre trempe, et ensuite vous cassez le morceau. Quand vous allez le regarder à l'intérieur, la structure, en fait, elle vous dira si votre trempe est correcte ou pas. Donc là, je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez en fait presque rien de perceptible à l'œil nu à l'intérieur, que c'est très lisse, bah, c'est que c'est pas mal. Si par contre la structure elle ressemble un peu à du sable ou quelque chose de très grossier comme ça, bah là vous pouvez recommencer. Soit vous avez chauffé trop longtemps et votre grain a grossi, soit votre trempe est tout simplement mauvaise, vous n'êtes pas aux bonnes températures. Dans la foulée, vous pourrez faire le revenu. Donc là, vous mettrez votre lame au four à une température comprise entre 200 et puis 220 degrés pendant 1 heure. Les traitements thermiques étant terminés, on va maintenant nettoyer le couteau avec du papier abrasif et puis on va en profiter pour affiner aussi donc les émoutures pour avoir un tranchant plus fin. Donc si vous n'avez pas de machine, vous pouvez le faire aussi avec du papier abrasif. Évitez les mauvais papiers que vous trouvez dans les grandes surfaces de bricolage parce que vous allez faire 2 passes et puis bah, le papier il sera foutu. Donc déjà que c'est assez long, si en plus vous avez un mauvais papier, ce sera pire. Là, vous pouvez trouver de bonnes choses sur des sites comme le Prix Abrasif ou Le Bon Abrasif. Prenez ceux qui sont utilisables à l'eau, en général ça fonctionne mieux. Il y en a un autre aussi, moi, que j'aime vraiment bien, c'est la marque Indasa, ça s'appelle Rhino Wet Redline. Ça, c'est vraiment un très très bon papier.
Pour garder une belle démarcation entre votre émouture et votre plat de lame, vous pouvez utiliser une cale parfaitement plane dans un matériau rigide. Vous venez entourer votre papier abrasif dessus, et puis vous poncez comme ça parfaitement à plat. Ensuite, vous pouvez démarrer autour d'un grain 120 ou 240, et puis vous montez progressivement pour enlever, éliminer toutes les petites rayures. Alors ne passez pas au grain suivant avant d'avoir enlevé les rayures du grain précédent, parce que sinon vous aurez toujours des rayures, ça ne marchera pas. Une fois que tout ça c'est fait, que la lame est vraiment nickel, on va pouvoir faire la finition de la lame. Alors là, il y a plusieurs choses. C'est soit vous continuez la montée en grain pour arriver jusqu'à quelque chose de poli, soit sinon vous pouvez vous arrêter autour d'un grain 600 et puis faire ce qu'on appelle un tiré en long. Et il peut y avoir aussi la possibilité de plonger la lame dans du perchlorure de fer pour griser ou lui donner une teinte grisée. Vous pouvez aussi faire n'importe quelle patine forcée avec une solution acide du style vinaigre, moutarde, etc. Là, il y a plein de possibilités. Là, je ne m'étends pas là-dessus. Je vous laisse un peu chercher et puis faire ce qui vous plaira. Le travail de l'acier est définitivement terminé maintenant. Comme vous avez pu le voir sur les images, là j'ai fait une finition stonewash. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait je trempe la lame dans du perchlorure de fer pour lui donner cette teinte grisée. Et puis ensuite c'est micro-rayé avec des cailloux. Je vous fais une parenthèse là-dessus parce que si vous utilisez de l'XC75 là pour votre modèle et puis que vous voulez essayer, la teinte elle sera certainement un petit peu plus claire parce que là ce que j'ai utilisé c'est du 90 MCV8 et c'est un acier qui réagit plus au perchlorure. Donc vous n'aurez peut-être pas le même rendu. Une petite chose pour ceux que ça intéresse aussi, on a une démarcation ici entre les flancs et puis les moutures au niveau de la teinte et ça je l'obtiens en fait en ponçant à des grains différents. Tout le plat de l'émouture ici, il a été poli bien plus que les flancs, et c'est ça qui permet d'obtenir ce rendu-là. On va maintenant pouvoir démarrer le travail du manche. Donc pour ça, je vais partir de ce carrelet. La première étape, ça va être de poncer un des côtés pour qu'il soit parfaitement plat. Je vais commencer donc à dégrossir avec la machine, et puis ensuite je vais faire des marques là, comme j'ai fait ici au crayon de papier. Et je vais le poncer à plat avec une feuille abrasive qui sera juste posée sur un carreau de carrelage qui lui aussi est parfaitement plat. Comme ça, en ponçant l'ensemble, ça me permettra de vérifier si c'est impeccable. Ça me servira en fait de surface de référence à partir de laquelle je pourrai tracer les contours de mon carrelet pour découper les plaquettes et puis obtenir justement des plaquettes qui seront elles aussi bien calibrées pour pas que j'ai de problème au perçage ensuite. Pour obtenir des plaquettes bien calibrées, je m'étais fabriqué ce petit outil. Donc il y a juste une base avec un morceau d'acier que j'ai évidé. J'ai percé un petit bloc de bois pour intégrer mon critérium à l'intérieur. Et puis il y a un écrou d'un côté et puis un papillon pour le serrage qui me permettent en fait d'ajuster la hauteur vraiment facilement et ensuite de tracer tout le tour de mon carrelet. De cette manière-là, j'ai une plaquette après, une fois découpée, qui est bien régulière. Si c'est votre premier couteau, ce que je vous conseille, c'est de faire des plaquettes en une seule pièce, plutôt qu'un assemblage avec différents éléments, parce que en termes de placement et pour obtenir une bonne symétrie, ce sera beaucoup plus simple.
pas énorme ça? Je viens de trouver un JPEG dans mes plaquettes. On va pouvoir percer les plaquettes maintenant. Donc pour ça, j'ai maintenu l'ensemble plaquettes et couteau juste avec du scotch pour pas que ça bouge. J'ai préparé aussi mes petits rivets, un petit peu plus larges que l'épaisseur de mes plaquettes. J'ai chanfreiné aussi un des côtés pour faciliter l'insertion. Et puis ce qu'on va faire, c'est commencer par percer une des extrémités, loger le rivet pour mettre tout ça en place, faire pareil à l'autre extrémité, on mettra aussi le rivet, et comme ça on pourra percer celui qui est au centre, de manière à être sûr de l'alignement de nos 3 trous. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir travailler l'avant des plaquettes. Parce qu'une fois que ça va être collé, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus faire. Donc on l'anticipe à ce moment-là, et puis on passera au collage. Une fois que vous aurez percé les plaquettes de votre couteau, il ne faudra plus du tout toucher à leur épaisseur, parce qu'il est possible, en reponçant, de modifier légèrement l'inclinaison des trous. Ça peut poser plusieurs problèmes. Soit ça va forcer beaucoup, et puis au moment du collage, donc vous allez insérer vos rivets, et vous risquez de casser vos plaquettes, soit ça peut ne plus rentrer du tout. Alors ce qu'il faudra vérifier avant de faire votre perçage, c'est que la planéité des plaquettes qui sur le côté qui est au contact de la semelle du couteau, elle soit parfaite. Après, la partie extérieure, c'est moins grave, parce que de toute façon, vous pourrez y retoucher suite au collage. Concernant le collage, je vous conseille d'utiliser de la colle époxy à prise lente. Pour ceux que ça intéresse, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description de la vidéo de ça. Je vous dis ça parce que moi, c'est une étape lors de laquelle j'aime bien ne pas avoir à me presser, prendre le temps de faire ça assez proprement et correctement. Et le problème d'une colle époxy classique, c'est que généralement le temps de prise il est à peu près de 5 minutes. Et vous verrez que le temps de faire le mélange, d'appliquer la colle sur les plaquettes, de passer les rivets, tout ça, finalement ça passe quand même assez vite. Et donc moi j'ai pas envie de me presser à ce moment-là, je préfère assurer le coup. La deuxième chose, c'est que ce genre de colle époxy, ça permettra aussi d'avoir plus de temps pour le nettoyage ensuite. Ça se fait très bien à l'acétone, mais en tout cas comme ça vous vous pressez pas et vous faites ça vraiment calmement et proprement. Pour améliorer l'adhérence de la colle, je passe un coup de papier de verre grossier sur les plaquettes, histoire de rayer en fait toutes les parties en contact avec la colle. Et puis ensuite je nettoie tout avec de l'acétone, donc les plaquettes, les rivets, et puis aussi la semelle du couteau pour être sûr que tout soit bien dégraissé.
Avant de faire le collage, j'ai oublié de protéger ma lame avec du scotch. Donc ça, je vous conseille de le faire, ça vous évitera de la salir justement pendant le collage. Et je vais quand même le faire maintenant parce que ça m'évitera aussi de l'abîmer peut-être pendant les étapes de ponçage. Une dernière précision avant de passer à la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes serre-joints sur des morceaux de bois et non pas directement sur mes plaquettes. Je préfère faire ça parce que déjà je trouve que ça répartit mieux l'appui au serrage et aussi pour éviter de marquer mes plaquettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé des trous à l'emplacement où tombent mes rivets pour éviter que ça me gêne aussi pour faire plaquer les plaquettes. Et puis j'ai serré l'ensemble. La colle est sèche, donc on va pouvoir passer à la mise en forme. La première étape, ça va être de détourer l'ensemble du manche en venant affleurer la semelle, donc au-dessus, à l'arrière et en dessous. Quand ça se sera fait, on tracera des repères dans l'épaisseur pour définir l'épaisseur finale qu'on souhaite donner à notre manche. Ensuite, on tracera des nouveaux repères pour tous les arrondis qu'on souhaitera lui donner aussi. Donc là, on peut tout travailler soit à la machine, soit à la lime, soit à la Dremel, suivant ce qu'on a. Une fois que tout ça sera fait, je vais donner la forme finale aux manches avec du papier de verre au grain 120. Et puis petit à petit, je vais monter en grain jusqu'à obtenir le rendu que je souhaite. Lorsque la mise en forme du manche et puis le ponçage sont quasiment terminés, vous pouvez passer un coup d'éponge humide sur l'ensemble de la surface du manche, parce que vous verrez, suivant le type de bois que vous utilisez, il est possible qu'il y ait des fibres qui ressortent. Donc il faudra les reponcer à nouveau, et puis renouveler l'opération jusqu'à ce que le bois soit parfaitement lisse. On arrive ensuite à l'une des étapes que je préfère, c'est celle où on va révéler les motifs et puis les contrastes du bois. Donc pour cette étape-là, il faudra que vous ayez complètement terminé votre ponçage, et puis aussi très bien nettoyer le manche. Vous pouvez mettre aussi un coup de soufflette pour chasser toutes les poussières qui resteraient dans les pores du bois. Et puis pour la révélation, ça va être assez simple, on va juste plonger le manche dans une huile. Alors j'utilise différentes huiles, par exemple l'huile de camélia ici, c'est une huile qui est assez neutre en coloris, et j'utilise celle-ci dès que je veux juste obtenir un peu de contraste, mais pas forcément foncer le bois. Voilà, ça va rester assez modéré. Par contre, si je veux obtenir un bois beaucoup plus foncé, qui aura aussi un peu plus de contraste, j'utilise un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Là, ça donnera un rendu complètement différent. Donc, ça, c'est à vous aussi de faire les essais en fonction de ce que vous préférez. Et puis, une fois que ça a été plongé, vous essuyez bien et puis vous laissez sécher. Vous pouvez vous arrêter là. Votre manche peut être terminée à cette étape-là. Il y a une autre chose, moi, que j'aime bien ajouter derrière une fois que c'est sec, c'est soit de l'encaustique. Donc vous trouverez les recettes facilement sur internet. C'est un mélange de cire d'abeille, d'huile de lin, d'essence de térébenthine et de savon noir. Et donc ça vous met une couche de finition après que vous passez sur le bois et puis que vous polissez avec un chiffon. Ou alors, même principe avec une cire en pâte. J'aime bien celle-ci, on trouve ça sur internet. Ça donne une jolie finition et puis ça donne aussi un bois en surface un petit peu plus dur et un peu plus adhérent aussi. Ça donne un bon contact au niveau du toucher.
Le travail du bois est maintenant terminé lui aussi, donc on s'approche de la fin. Donc là, à ce moment-là, on se retrouve avec un formidable couteau à beurre, hein, comme vous voyez. Ça coupe rien du tout. On va s'occuper donc de ça en procédant à l'aiguisage maintenant. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser des pierres pour le faire. Je ne m'étends pas après sur tous les systèmes qui existent parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vous laisse à nouveau choisir ce que vous voulez utiliser. Et si vous n'avez absolument rien en dépannage, ce que vous pouvez faire, c'est fixer aux doubles faces du papier de verre sur une petite planche et puis faire l'aiguisage en tirant votre couteau vers l'arrière. Comme ça, vous abîmerez pas trop le grain, puis vous montez petit à petit jusqu'à un grain très fin. Et voilà, en solution de secours, ça pourra dépanner. Ça y est, c'est fini. Alors comme vous avez pu le voir, même pour un modèle simple comme ça, fabriquer un couteau, ça représente quand même beaucoup d'étapes. Là, elles sont résumées aussi à quelques secondes dans la vidéo, mais pour certaines parties, comme notamment les émoutures à la lime, c'est plutôt quelques heures de boulot qu'il vous faudra. Donc j'espère que vous ne vous découragerez pas, que tout ça, ça vous aura quand même donné envie d'essayer. Et puis ça vous fait déjà une bonne base qui j'espère répondra à une partie des questions. Alors, je suis bien conscient que dans cette vidéo, il y a pas mal d'étapes sur lesquelles je passe assez rapidement, et puis qu'il y a des explications que j'ai volontairement simplifiées aussi, histoire de rendre tout ça à peu près clair. Là, ce que je voulais surtout faire, c'était une sorte de notice étape après étape, pour que vous puissiez vous rendre compte de la manière dont on procède pour les différentes parties, puis de voir aussi quels outils il était possible d'utiliser. Donc, comme vous avez pu le constater, avec des outils simples, c'est possible de faire un couteau. Avec tout ça, je crois que ça vous fait déjà une bonne base. Maintenant, à vous de vous lancer, d'essayer de vous confronter aux différentes étapes, de mener vos propres essais, puis d'être aussi un petit peu curieux. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que j'aborde ou que je survole dans cette vidéo qui vont sûrement vous poser question. Alors moi de mon côté, je pourrais pas répondre à tout parce que je passe déjà plusieurs heures par semaine à répondre à beaucoup de questions sur pas mal de sujets. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur Facebook, sur des groupes comme Les Nuls Couteliers ou La Coutellerie Une Passion, où tout a déjà été abordé, je pense. Donc activez la fonction de recherche déjà, vous verrez, il y aura des choses certainement très intéressantes dans les réponses. Vous pouvez, n'hésitez pas surtout en tout cas à poser aussi vos questions là-bas, parce qu'il y aura pas mal de monde qui pourra vous répondre, et puis qui vous apportera certainement d'autres choses que ce que moi j'aurais pu vous dire. Donc je pense que ça peut être vraiment complémentaire. Et puis, je vous le répète à nouveau, lisez surtout Coustil, lisez-le en long, en large, parce que là-dessus, vous aurez aussi énormément de choses qui vous permettront d'avancer. Et avec tout ça, je pense que ça devrait bien se passer. Je vous laisse maintenant avec quelques images du couteau que j'ai réalisé dans cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!